Est-ce que tu as déjà remarqué que tes douleurs te laissent relativement tranquille quand tu es en vacances, en train de crapahuter à droite, à gauche, dans tous les sens, et qu'elles ont tendance à revenir de plein fouet quand tu reprends ta vie normale, ta routine à la rentrée? Pourtant, on pourrait croire qu'en vacances, on sollicite beaucoup les muscles du dos, on les laisse pas vraiment se reposer parce qu'on porte des sacs à dos, des valises, des enfants, on marche beaucoup plus que d'habitude. Et si notre dos est blessé, vu qu'il nous fait mal, il devrait préférer qu'on le laisse tranquille, qu'on le laisse se reposer, récupérer, sans bouger, en restant sagement assis sur notre chaise, devant notre ordinateur. Donc dans cet épisode, on va éclaircir un peu tout ça, on va voir ce qui se passe vraiment au niveau de notre dos quand on reprend notre routine habituelle après les vacances, le cercle vicieux dans lequel beaucoup de gens ont tendance à tomber, et surtout ce qui marche vraiment selon la science et aussi selon mon expérience de professeur de yoga thérapeutique depuis plus de 10 ans avec des gens qui ont un travail de bureau. C'est parti. Comme d'habitude, j'aime bien commencer avec quelques notions d'anatomie parce que je pense que c'est déjà thérapeutique en soi de savoir comment notre corps fonctionne. Quand on sait ce qu'il nourrit, ce qu'il dérange, ce qu'il aime pas, ça peut informer ensuite, éclairer nos choix au cours de la journée, dans notre quotidien. Et dans le cas du dos ou de la colonne vertébrale en particulier, il y a une chose qui est vraiment importante à savoir, c'est ce qui nourrit nos disques intervertébraux. Alors, les disques intervertébraux, c'est ce qui va ces petits disques, c'est comme des pneus entre chacune de nos vertèbres. C'est ce qui fait que notre colonne vertébrale est composée de vertèbres qui sont empilées les unes sur les autres, mais justement, elles sont pas juste empilées les unes sur les autres, sinon ce serait juste un tas d'os très rigides qui auraient aucune flexibilité dans ses mouvements. Mais grâce à ces petits pneus, ces chambres à air entre chacune des vertèbres, qui sont très solides, hein, c'est pour ça que je préfère utiliser l'image de pneus qui nous donne une idée de, voilà, de solidité, de ouais, de solidité, on va dire, mais quand même aussi de fluidité, ça bouge un petit peu, c'est un petit peu mou pour nous permettre d'avoir donc ces mouvements ou ce potentiel de fluidité dans nos mouvements. Et donc ces disques intervertébraux, ils sont pas très vascularisés. Ils reçoivent pas les nutriments dont ils ont besoin via un amas de vaisseaux sanguins, comme par exemple nos muscles le sont beaucoup. On a beaucoup de sang qui traverse les muscles, qui viennent les nourrir. Mais les disques, c'est pas le cas. Comment ils se nourrissent, comment ils gardent leur fluidité, c'est par un processus qui s'appelle l'imbibation. C'est la compression et la décompression sur ces disques qui va faire entrer et sortir les fluides. Un peu comme une éponge fonctionnerait. Quand on presse une éponge, les fluides sortent et quand on la relâche, elle va aspirer les fluides qui sont autour d'elle. Mais c'est exactement comme ça pour nos disques intervertébraux. Et qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'ils aiment le mouvement, ils aiment être comprimés et ils aiment qu'on arrête de les comprimer, qu'on relâche. Ils ont besoin de ce changement de charge, ce qui va les fatiguer, ce qui va leur faire perdre de leur vigueur d'antan, c'est le fait d'être statique, immobile. Alors maintenant, on compare deux journées. Une journée d'été en vacances où tu marches, tu t'assois, tu te lèves, tu montes des escaliers, tu es debout dans une file, tu t'allonges, tu vas faire la sieste dans un hamac ou sur la plage. Ta colonne va changer de position 1000 fois pendant la journée et elle va adorer ça. Et même si tu portes des choses plus que d'habitude, même si tu la challenges, au contraire, les muscles aiment être challengés, ils aiment être tordus dans tous les sens. C'est pour ça que le yoga c'est si bon et qu'on se sent tellement bien après une séance de yoga, même si c'est difficile sur le moment. Après, notre corps se sent beaucoup plus vivant, on se sent vraiment habiter notre corps. Et même si tu fais aucun exercice particulier pendant une journée d'été, bah, tu bouges beaucoup et tu nourris tes muscles et tu nourris ta colonne vertébrale et tu nourris tout ton corps. Maintenant, passe à une journée typique de travail de bureau, de reprise, où bah, à 9 heures du matin, tu t'assois devant ton bureau, à 12 heures, tu es encore assise ou assis devant ton bureau,
Après, tu vas déjeuner, tu es assis, tu retournes t'asseoir pour l'après-midi, tu vas t'asseoir dans ta voiture ou dans le métro, et le soir, tu retournes t'asseoir sur ton canapé, à la salle à manger, etc. Tu passes de 1000 changements de position pendant une journée d'été à peut-être une dizaine, une vingtaine maximum pour une journée de reprise. C'est pas tant le fait d'être assis qui va te faire mal, qui va raviver un peu ces douleurs, c'est le fait d'être tout le temps assis. Et si en plus on ajoute à ça le stress de la reprise avec peut-être la rentrée des enfants, les inscriptions, le planning à restructurer, les emails en retard, etc., le système nerveux il passe aussi en mode de vigilance. Les muscles sont crispés, ton sommeil se raccourcit et ton seuil de tolérance à la douleur va également baisser parce que ton système nerveux est en alerte. Donc ça fait vraiment un changement d'environnement assez brutal avec un cocktail assez néfaste d'immobilité physique et d'ébullition dans la tête avec le stress de la rentrée. Et c'est propice au développement de la douleur ou en tout cas au réveil de tensions qui étaient endormies pendant l'été. Et l'erreur qu'on fait souvent dans ces cas-là, c'est une erreur qui est complètement logique. C'est une réaction logique à la douleur. C'est qu'on a mal, du coup, on bouge moins. On a peur de certains mouvements, on a peur de déclencher la douleur, on va essayer de se protéger et donc on ne va plus faire certains mouvements. Et à court terme, ça peut soulager effectivement, mais comme on l'a vu tout à l'heure, un tissu qui ne bouge pas, il va se raidir de plus en plus. Un muscle qu'on n'utilise plus, il va perdre en force, il va s'éteindre doucement et on va avoir une tolérance de plus en plus faible à la stimulation de ces muscles, à la charge, et notre répertoire de mouvements va se rapetisser de plus en plus, va se réduire de plus en plus. Ce qui va faire qu'au mouvement suivant, on va avoir encore plus mal et ça va valider notre croyance que mon dos est fragile, je peux en faire de moins en moins, ça s'empire de plus en plus. Et on arrive à un état émotionnel qu'on a tendance aussi souvent à oublier dans le cas des gens qui ont des douleurs comme ça chroniques, c'est que on a énormément de frustration, énormément de culpabilité, énormément d'incompréhension, et tout ça, ça augmente notre stress encore une fois, et ça nous fait encore abaisser ce seuil à la douleur. On s'en veut et on en veut à notre corps. Et cette culpabilité, elle nous pousse pas forcément à continuer, à essayer de bouger davantage, etc. La culpabilité, c'est jamais un moteur très productif dans le bien-être. Et ce mécanisme-là, il a un nom dans la recherche, c'est le modèle de peur-évitement. Il y a une étude danoise qui a été réalisée sur ce modèle justement de peur-évitement sur 2700 professionnels de santé récemment diplômés. Donc c'est une étude d'une taille raisonnable, vraiment honorable, même si c'était sur une population assez spécifique. Et on leur a donné un questionnaire au début de l'étude et ensuite un an plus tard. Et cette étude a montré que les professionnels de santé qui avaient des croyances de peur, évitement assez élevées au début de l'étude avaient plus de probabilité de rapporter un mal de dos durable, donc un mal de dos de plus de 30 jours, un an après. Et c'était vrai aussi bien chez celles qui avaient déjà mal au dos au début de l'étude que celles qui n'avaient pas du tout mal au dos. Alors, comme dit, c'est une population spécifique, c'était des questionnaires déclaratifs, ça montre un lien de corrélation, mais pas nécessairement de causalité. On ne peut pas dire que c'est la peur de cause évitement qui cause le mal de dos. On sait juste que c'est lié. Et ce que je retiens, c'est le sens de la flèche. C'est-à-dire que la peur du mouvement peut précéder la douleur durable et pas seulement la suivre. Autrement dit, qu'on se raconte au sujet du mouvement, au sujet de la douleur, au sujet de notre dos ou de notre corps, ça a un impact direct sur la douleur, sur notre douleur. La douleur, c'est pas juste un phénomène physique, c'est aussi beaucoup ce qu'on se dit à nous-mêmes. C'est pour ça que dans toutes mes vidéos, dans toutes mes routines de yoga que je partage sur ma chaîne,
dans tous mes shorts, dans tout ce que je produis, j'essaye vraiment de combattre cette peur du mouvement ou cette croyance que notre corps est fragile. J'essaye de vraiment vous faire comprendre que le mouvement, c'est votre allié, que votre corps réclame ça. Même si votre corps a mal, il veut continuer à bouger. Et le fait de se rabougrir, de rester immobile à longueur de journée, c'est vraiment ce qui va aggraver la douleur, voire même peut-être lui donner naissance. Et d'ailleurs, j'ai envie de te parler d'une autre étude, c'est une méta-analyse dans une grande revue médicale qui a rassemblé 21 essais randomisés avec plus de 30 000 participants. Donc c'est une étude solide, là. Vraiment ce qu'on fait de plus solide dans le domaine en tout cas du yoga du mouvement. Et la question à laquelle cette étude essayait de répondre, c'est une question simple. C'est qu'est-ce qui prévient réellement les épisodes de mal de dos? La réponse à cette question, d'après cette étude, c'est l'exercice réduit le risque d'environ 35%. 35%, c'est énorme. Combiné à de l'éducation, donc comme je vous disais au début, le fait de savoir ce qui se passe dans notre corps, de comprendre les mécanismes de la douleur, donc combiné à de l'éducation, on monte autour de 45%. 45% de chances de prévenir le mal de dos si on fait de l'exercice et qu'on apprend à comment notre corps fonctionne, comment la douleur fonctionne. Et ça m'a fait trop plaisir de voir cette étude, évidemment, parce que c'est tout ce que je fais sur cette chaîne, entre les podcasts où j'essaye de partager mon savoir, ce que je connais, et les routines où je vous fais bouger. On est en plein dedans. Donc, si vous suivez Yoga with Clem, bam, 45% de chance de moins d'avoir un mal de dos. C'est pas génial? Et à côté de ça, ils ont trouvé dans cette étude aussi que les ceintures lombaires et les semelles orthopédiques ne montraient aucun effet et l'information seule non plus. Donc le fait d'être éduqué, c'est bien, mais ça suffit pas du tout en fait. C'est pas du tout ce qui va nous faire prévenir le mal de dos, évidemment, il faut bouger. Une autre chose que cette étude a montré, qui est aussi fondamentale, c'est que l'effet protecteur de l'exercice, il diminuait fortement, voire il disparaissait complètement au bout d'un an. C'est ça, au-delà d'un an. Donc, c'est-à-dire que si on fait de l'exercice là aujourd'hui et qu'ensuite on arrête pendant un an, le mal de dos va revenir. C'est assez évident quand on l'entend comme ça, mais c'est quand même bah, c'est quand même bien qu'on en ait la preuve en fait. Pour rester protégé contre le mal de dos, il faut continuer à bouger, il faut continuer le mouvement, quel qu'il soit. Et je dis quel qu'il soit parce que l'étude justement a montré ça aussi ou a testé ça aussi. Il n'y avait aucun type d'exercice qui ressortait clairement supérieur aux autres. L'effet, c'était vraiment sur la continuation. Donc c'est hyper important que tu trouves un type de mouvement, un exercice qui te plaise, que tu vas continuer à faire. La vraie question, c'est pas quel est le meilleur exercice, quel est le meilleur format de mouvement, c'est quel format va survivre à une mauvaise semaine. Le fait que moi je préconise toujours un peu souvent le fait de faire des petites séances courtes, disons 15 minutes tous les jours, c'est parce que si tu ne fais de l'exercice que par exemple 1 heure tous les dimanches, c'est bien, c'est mieux que rien, mais si tu as un dimanche pourri ou je sais pas, où tu dois partir en week-end, aller voir ta famille, ou ton enfant est malade, ou je ne sais quoi, et tu rates ta séance du dimanche, bah tout de suite, ça fait que t'as rien fait de toute la semaine et tu feras potentiellement rien jusqu'au dimanche suivant. Alors que si tu fais 10-15 minutes par jour, ça survit à presque tout. Si tu as une journée un peu pourrie, bah c'est pas grave, tu as juste raté 10-15 minutes et tu peux recommencer le lendemain. Donc voilà, et puis 10 minutes, c'est beaucoup plus facile à caser qu'1 heure dans ta journée. Donc une chose que tu peux faire dès maintenant, c'est de définir ton minimum non négociable. Le format le plus petit que tu es sûr de pouvoir tenir même dans ta pire semaine. Pour la plupart des gens que j'accompagne, c'est 10-15 minutes. C'est vraiment le sweet spot, la durée de routine que 90% de mes clients
me disent oui, ça, je peux les caser dans ma journée. Et tu peux aussi définir une version un peu dégradée, une version que j'appelle de mode busy, où vraiment tu es sous l'eau, tu as plein de choses à faire et t'arrives pas du tout, enfin, t'arrives pas du tout à caser même 15 minutes. Ça peut être 3 minutes de mouvement, ça peut être 3 minutes de respiration, ça peut être juste, voilà, l'idée c'est juste de te prendre 3 minutes pour t'arrêter, marquer un temps de pause et te reconnecter à toi-même, te reconnecter à ton corps d'une façon ou d'une autre. 3 minutes de massage aussi. En général, c'est ça a beaucoup de succès avec mes clients puisque j'utilise beaucoup les automassages et ça, c'est tellement agréable en fait que c'est très facile de se convaincre de prendre 3 minutes pour ça. Mais l'idée, c'est simplement d'évacuer le tout ou rien, de se dire j'ai pas le temps de faire 1 heure de sport, donc je zappe toute la séance, je ne fais rien du tout, et puis on verra la prochaine fois quand j'aurai le temps. Parce que ça, c'est le meilleur moyen de ne jamais y revenir et de se retrouver dans les scénarios dont j'ai parlé plus tôt. Du coup, voilà, quel est le minimum vraiment non négociable que tu peux faire? Et si tu veux un point de départ concret, si tu veux une inspiration, si tu veux être guidé, j'ai plein de routines, bien sûr, sur ma chaîne. Et en particulier, j'ai une routine que j'ai postée ce dimanche qui est faite exactement pour le retour au travail. Donc, on va faire pas mal de décompression des lombaires et des hanches. C'est pensé pour le retour au bureau et le scénario des douleurs qui commencent à réapparaître quand on revient à une position immobile après avoir crapahuté en vacances. Le lien devrait être quelque part au-dessus de moi, il est aussi dans la description et puis bien sûr il est dispo sur ma chaîne. Alors cet épisode, son objectif c'est de t'expliquer pourquoi ça casse. Comme on l'a vu tout à l'heure, c'est pas l'éducation seule qui va suffire. Tu peux aller voir la routine dont je viens de parler, mais bien sûr, construire une pratique qui tient à long terme, qui s'adapte à ton corps et qui s'adapte à ton agenda aussi, c'est un travail structuré sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et c'est exactement pour ça que je lance un programme en septembre avec 4 semaines construites autour de cette logique-là, autour de ma méthode, de ma philosophie un peu souvent, avec des petites pratiques qui te sont directement assignées tous les jours, un suivi, des outils pour les moments de crise, du renforcement, du relâchement, bref, tout ce qu'il faut. La liste d'attente est ouverte, le lien est dans la description. Il n'y a aucun engagement, tu seras simplement prévenu en avance et tu auras accès au tarif Early Bird, au tarif de lancement. Donc, je t'encourage à aller t'inscrire sur la liste d'attente pour en savoir plus. Et d'ici là, définis ton minimum non négociable, ta version catastrophe, journée chaotique, pratique, prends soin de toi et je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci beaucoup.